Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de lettres. Aujourd'hui, nous rencontrons l'exploratrice et conférencière Linda Bortoletto. Bonjour tout le monde et merci de m'accueillir. Merci. Tout d'abord, comment s'est déroulé votre parcours ? Alors, tu veux que je commence au tout début, quand je suis née ? Ça va prendre beaucoup de temps là. Pas la peine de remonter aussi loin. Le début de votre carrière me suffira. D'accord, ok. Alors, on va dire, je vais quand même remonter. J'étais un peu plus vieille que vous quand j'avais 14 ans. 14-15 ans, seconde. Mon premier rêve, c'était de devenir pilote. Et notamment pilote de chasse, parce que je voulais aller très loin, très vite. Et j'ai toujours aimé dépasser les limites. Et donc, pour devenir pilote de chasse, il n'y a pas 150 possibilités en France. Il faut aller dans l'armée. Et il y a le choix soit d'aller dans l'armée de l'air, soit dans la marine, donc c'est tous ceux qui sont avec les bateaux, ou soit dans l'armée de terre, ceux qui sont au sol, parce qu'il y a aussi des pilotes d'hélicoptères. Mais la voie royale, comme on disait à l'époque, eh bien, c'est l'armée de l'air. Donc, je pars en prépa scientifique, je passe le concours de l'école des officiers de l'armée de l'air, qui est située à Salon de Provence, donc également dans le sud de la France, mais de l'autre côté. Sauf que, en plus de un concours, en fait, vous travaillez beaucoup pendant 2 ans, et puis c'est les meilleurs qui rentrent dans l'école. Donc, vous faites beaucoup de maths, de physique. Sauf qu'en plus, quand vous voulez devenir pilote, il y a une sélection physique. Et donc, pendant 2 jours, vous allez dans un hôpital et ils vérifient si tout va bien dans votre corps. Et c'est pas que si tout va bien, mais si en gros, vous avez pas... si vous avez une bonne vision, si vous avez un dos droit, si vous n'avez pas de problème aux poumons, si tout votre corps est aligné, parce que quand vous êtes dans un avion de chasse, potentiellement, vous allez devoir ce qu'on appelle s'éjecter. Parce que s'il y a un problème, vous devez tirer sur une manette, et vous avez déjà peut-être sans doute vu ça dans les films. Du coup, le siège s'éjecte, et en fait, la pression, elle est tellement forte, vous recevez sur vous au moins 3-4 fois le poids de votre corps. Si vous n'avez pas un dos parfaitement droit, votre colonne vertébrale se casse en 2 et vous pouvez être paralysé ou vous pouvez mourir. Triste perspective, effectivement. Exactement. C'est un bon commentaire. Il vaut mieux éviter. Et les médecins militaires, parce qu'en fait, c'est un hôpital militaire, peut-être que vous découvrirez ça un jour, ils prennent jamais de risques, parce que le risque, c'est pas bon dans l'armée. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Je réussis le concours, donc la sélection... on va dire, scolaire, les problèmes en maths, en physique, tout ça, je passe. Sauf que quand on me fait des tests médicaux, j'ai une scoliose. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une scoliose. Vous savez, vous avez le dos complètement tordu comme un point d'interrogation. Et bien voilà, moi j'ai ça. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions dans la vie. J'ai le dos complètement tordu et du coup, je suis déclarée inapte. Donc, c'est-à-dire qu'on me dit, OK, tu peux rentrer dans l'armée de l'air, mais tu ne seras jamais pilote. Donc en fait, là, j'ai 20 ans et en gros, en 2 jours, on vient de supprimer mon premier rêve. Mon rêve s'envole en un coup de tampon sur un papier où je suis déclarée inapte au pilotage d'avions de chasse, au pilotage d'avions de transport, mais aussi au pilotage d'hélicoptères. Donc en fait, à partir de là, j'ai 2 possibilités. Soit je reste dans l'armée de l'air, mais je ne ferai jamais le métier de mes rêves. Et surtout, je suis frustrée. Vous savez ce que c'est le sentiment de frustration quand vous voulez très fort quelque chose et que vous n'allez pas l'avoir. En général, c'est pas bon parce que du coup, après, vous pouvez être en colère et ça crée pas des belles choses. Donc du coup, plutôt qu'être frustrée, je me dis qu'est-ce que j'ai comme autre possibilité ? Et l'autre possibilité, c'était de faire un autre métier et c'est comme ça que je deviens officier de gendarmerie. Donc je fais une autre école qui est, elle, située à côté de Paris, pour devenir officier de gendarmerie. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Donc, je me suis retrouvée lieutenant puis capitaine. J'ai commandé 150 gendarmes dans le nord de la France. Et ensuite, je me suis retrouvée à Paris, parce qu'en fait, vous changez de poste tous les 4 ans quand vous êtes dans l'armée. Je suis passée capitaine, le grade de capitaine à 27 ans. Et à Paris, moi qui rêvais d'action, parce qu'à la base, c'est ça, je rêve d'action, je rêve d'aventure, je rêve de voyage, je rêve de terrain. Je me retrouve dans un bureau au ministère des Finances à faire de la politique. Alors j'avais beaucoup de responsabilités, sauf que c'était, vous avez pu deviner, entre pilote de chasse et ça, c'était complètement à l'opposé de mes premiers rêves d'aventure. Et ce qui va se passer,
Peut-être que j'avance trop. Tu veux me poser d'autres questions là? Non, vous inquiétez pas. Nous avons tout le temps qu'il nous faut. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, pourquoi à un moment j'ai changé de vie totalement? Je suis devenue, en gros, militaire. Vous voyez ce que c'est un militaire? Vous savez, au garde à vous, un salut, c'est hyper rigide. Et tout d'un coup, je largue tout. Je suis mariée. J'ai un super mari. Et il faudra pas lui dire. Maintenant, il est très loin lui aussi. Mais en fait, je décide de tout quitter pour devenir ce que je suis aujourd'hui, écrivaine et voyageuse. Oui. Avant d'être exploratrice, tu faisais quoi avant? Eh ben, en fait, j'étais dans l'armée. Est-ce que vous avez une idée de l'armée? Quand je vous dis l'armée, ça vous évoque quoi? À quoi ils ressemblent les militaires? Ben, moi, je le sais parce que, enfin, je le sais, mon père m'en a parlé parce que mon père a été militaire. Ouais. Et en ce moment, c'est mon cousin, il passe aussi pour être militaire. Et du coup, il a loupé son stand de tir, bon bref. Et moi, il y a des képis à l'armée, il y a une grosse séance de sport. La plupart du temps, tu fais ça, du sport. Après, aussi, tu dois t'entraîner au tir. Mon père, comme lui, il faisait l'armement, genre il était, comment ça s'appelle déjà, il fabriquait les armes et tout. D'accord. Et du coup, lui il m'a raconté quelques histoires et voilà. Oui, c'est exactement ça. Un militaire, en gros, il porte un uniforme avec des képis, des casquettes. Et vous savez ce que c'est un uniforme? C'est quand on est toujours habillé pareil. L'armée, c'est ça en fait, en général, mais que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre ou la marine, chacun a un uniforme qui est un peu différent, mais c'est toujours, ça reste un uniforme. Et même la gendarmerie, les gendarmes sont aussi des militaires. Oui. Aussi, pour aller à l'armée, il faut avoir de bonnes dents. Ouais, ça c'est vrai. Parce que les rations de combat, les pains de combat, c'est vraiment très dur. Oui, non, mais c'est très juste. Mon papy oui. s'est cassé une dent une fois. Il faut avoir des bons yeux, des bonnes dents, faut avoir tout. Alors, j'aime pas dire parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais il faut pas avoir de gros problèmes physiques. Est-ce que vous allez regretter votre action de tout quitter? Non. Alors après, je pense qu'on va en parler, mais je n'ai jamais regretté ma décision de tout quitter. Vas-y, je t'écoute. J'ai une question. Entre l'armée de l'air, de terre et de la marine, c'est laquelle la plus difficile à intégrer? Alors, il faut savoir que c'est 3 concours. Alors, je te dis ça, c'était... là, je vais passer pour la vieille. C'était il y a 20 ans. Il y a un concours différent pour chaque armée. Alors, je vais pas être gentille avec l'armée de terre, mais en général, ceux qui ne réussissent ni l'armée de l'air, ni la marine, ils vont dans l'armée de terre parce que c'est le plus facile. mais après, attention, moi, par exemple, à l'époque, je m'étais mariée. Mon mari, il était dans l'armée de terre. Il l'a fait parce qu'il y en a... L'armée de terre, c'est ceux qui sont... pourquoi on appelle ça armée de terre? Parce qu'ils sont sur terre, ils sont sur le terrain. C'est quand vous voyez, par exemple, la guerre à la télé, la Seconde Guerre mondiale, c'est ceux vraiment qui se battent, le fusil à la main, c'est ceux qui prennent le plus de risques. L'armée de l'air, c'est ceux qui sont avec les avions. Alors aujourd'hui, les guerres aériennes n'existent quasiment plus, parce que maintenant, vous voyez ce que c'est les drones. Maintenant, on fait la guerre avec des drones et non plus les avions de chasse, etc. On s'en sert quasiment plus. Et ça, c'est bien, ça coûte très cher. Et puis la marine, c'est les bateaux. Mais en gros, je dirais la plus difficile, ça va se jouer pour le concours, je parle. Le concours est plus difficile dans l'armée de l'air et dans la marine. C'était quoi ton rêve quand tu étais plus petite? Alors, mon rêve, quand vraiment je pense que je vais avoir 7-8 ans. Est-ce que vous connaissez le film, un des films d'Indiana Jones? Oui. Ouais. Ah oui. Ça passe encore aujourd'hui. Oui, même si pour je la suis très plupart. vieille. Et ben voilà, moi je voulais devenir Indiana Jones. Et en fait, c'est ce que je suis devenue après. Tu vois, comme tu me demandais ce que j'ai fait. Voilà, j'étais dans l'armée parce qu'au départ, je pensais que l'armée, c'était pour être Indiana Jones. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que je suis arrivée avec un chapeau aujourd'hui. Parce que, vous savez, Indiana Jones, il a un chapeau. Il a un lasso, mais j'ai laissé mon lasso en Inde. Mais du coup, mon rêve, et c'est pour ça que, si j'ai un conseil à vous donner, vous savez, vos rêves, ils ont toujours une raison d'être là. Donc, n'oubliez jamais vos rêves. Plus vous rêverez, plus vous irez loin.
Est-ce que pour vous, votre scolarité étant petite a été difficile ou au contraire plutôt facile? Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que pour moi c'était très facile. Donc j'avais pas besoin de beaucoup travailler. Ça veut pas, je vous dis ça, je fais attention, hein, c'est pas une raison pour ne pas travailler. Mais ouais, j'avais des facilités pour apprendre. Et puis surtout, j'aimais ça. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'adore apprendre. J'adore apprendre des nouvelles langues. Et donc, non, ça s'est bien passé pour moi. J'ai entendu quelque part que selon les pays, il y avait différentes formations. Par exemple, dans les Américains, ils sont bien nourris. Mais ils sont mieux nourris et ils ont un corps très musclé. C'est vrai ce que tu dis. Comment tu sais ça? YouTube. YouTube, merci YouTube. J'adore. Et que les Français, on les appelait les chats maigres. Alors ça, tu m'en apprends. Et que du coup, ils étaient plus formés, ils étaient mieux formés. Genre, ils étaient moins musclés et moins... Bah regarde, la preuve. Du coup, est-ce que c'est vrai? Eh ben non, mais c'est juste ce que tu dis parce que il faut savoir, par exemple, vous savez, il y a eu par exemple la guerre en Irak, il y a une dizaine d'années. Il y a les Américains qui sont venus faire la guerre en Irak. Nous, heureusement, la France a pris la décision de ne pas y aller. Mais j'ai un copain, pour différentes raisons, qui est parti en Irak. Il a rencontré l'armée américaine là-bas. Et il m'a dit, nous les Français, tu vois, on se débrouille à tout faire. On est ce qu'on appelle rustique. Vous savez ce que ça veut dire rustique? En gros, on est un peu touche à tout, on se débrouille, comme là, voilà, ça marche pas, c'est pas grave, on va chercher une prise en bas. Et effectivement, alors, on est bien nourri, hein, je te rassure. Hein, si tu vas dans l'armée française, tu vas bien manger. La preuve, c'est que quand je suis partie faire ma formation militaire, j'ai pris 10 kilos en 2 mois. Donc je peux te dire que je mangeais bien. Mais je crois qu'il y a moins de calories. Alors, parce que justement, nous, dans l'armée française, ce qui est très important, c'est d'apprendre à courir. Donc on court beaucoup. Donc c'est toi qui disais qu'on faisait beaucoup de sport, c'est vrai. La base, le sport de base dans l'armée française, que ce soit dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre ou la marine, c'est la course à pied. Mais pour l'armée américaine, ils ne courent pas, ils font de la musculation. Et pour avoir des gros muscles, donc ce que tu dis est juste, il faut beaucoup de protéines. Donc c'est pas qu'ils mangent plus, mais ils mangent beaucoup plus de protéines, de la viande. Puis c'est les Américains, ils ont des grosses portions. Et tu vois, quand ils sont partis en Irak, la première chose qu'ils construisent quand ils s'installent dans un pays, c'est la cantine. Parce que pour eux, c'est très important. Alors que nous, on va arriver avec les sacs à dos, on va faire moquer où est-ce que je dors. Mais oui, c'est juste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand j'étais en école, on a accueilli 6-7 personnes de l'école américaine, de l'armée de l'air américaine, qu'on appelait US Air Force Academy. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On les amène pour courir avec nous. Mais en fait, ils étaient toujours derrière. Alors, c'est bien d'avoir des gros muscles, mais les gros muscles, c'est lourd. Donc, tu cours moins vite. Et par contre, ils portaient des choses beaucoup plus lourdes que nous. Donc, oui, c'est très juste ce que tu as entendu. D'ailleurs, en parlant de la nourriture des soldats, petite anecdote, saviez-vous que si la cantine est meilleure en Amérique qu'en France, pour ce qui est des rations de combat, dans les bases de l'OTAN, 2 rations de combat américaines valent 1 française. Ah oui? Effectivement, oui. Merci. Mais je crois, oui. Mais ça rejoint ce que tu dis. Est-ce que vous savez ce que c'est une ration de combat? Oui, vous savez ce que c'est? Mais vous avez eu ça où? Des rations de combat de l'armée? Petite parenthèse, si nous sommes tantôt fait des rations militaires, c'est parce que l'année dernière, aux alentours de cette date, nous sommes allés faire une visite dans la base militaire du 1er régiment parachutiste toulousain, où nous avons donc découvert la vie militaire, les rations, les exercices, dans des activités aussi variées que la musculation ou le tir à la carabine. Justement, à ce que les gens peuvent penser, ils nous ont bien expliqué
que la nourriture n'est pas pas bonne que ça au final. Elle est même plutôt bonne parce que c'est un peu, après avoir beaucoup travaillé, on est un peu récompensé par la nourriture. Donc il y a une entrée, un plat, un dessert. Et c'est quand même assez nourritif et plutôt bon. C'est sûr qu'au restaurant, on va trouver des choses meilleures, mais ça reste très bien mangeable, quoi. C'est mangeable, oui. Voilà. Mais c'est exactement ça l'armée, c'est correct. On prend une dernière question et après on continue. Ça a été quoi ta pire frayeur? Ah voilà, on va parler de la peur. Parce que, alors justement, tout à l'heure, c'est toi qui m'as présentée comme exploratrice. Donc je vous disais, j'ai eu cette première partie de carrière dans l'armée. Donc le déclic que j'ai eu, quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé de tout quitter pour revenir à mon premier rêve, Indiana Jones, parce que j'ai vécu un gros choc dans ma vie, qui est la mort de mon papa. Et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai envie de vivre mes rêves. Et donc, ça a pris un certain temps avant que je fasse. Et à 30 ans, je me suis dit, plutôt qu'attendre, je vais prendre mon destin en main et faire ce que j'avais toujours voulu faire, Indiana Jones, l'aventure. Et donc, je suis partie vivre avec un peuple nomade tout au bout de la Sibérie. Donc la Sibérie, c'est une grande zone de la Russie. Et je suis allée vraiment tout au bout. Si vous prenez la carte, vous voyez la Russie, la Sibérie, tout au bout à droite de la carte, tout au bout à l'est. Vous avez une région qui s'appelle le Kamchatka. Et j'ai vécu avec des éleveurs de rennes. Vous voyez ce que c'est les rennes? C'est comme pour le Père Noël. Voilà, je les ai vus en vrai. Et bien justement, pour revenir à cette première aventure, donc j'ai 30 ans, je pars seule à vivre avec une tribu de 12 personnes. Ils sont 11. Il y a 9 hommes, 2 femmes. Et moi, je suis la 12e. Il y a 2500 rennes. Donc, un gros troupeau énorme. Et on est tout seul dans la nature. Donc, vous imaginez, c'est une région qui fait à peu près un tiers de la superficie de la France. On est 12, 2500 rennes. Et qu'est-ce qu'il y a dans la nature là-bas? Je ne sais pas si vous savez quels animaux sauvages vous trouvez en Sibérie. Alors, il n'y avait pas de tigres là-bas, mais oui, effectivement, il y en a. Il y a des loups. Et des ours, exactement. Non, alors les grizzlies sont en Alaska. Là, tu as des ours bruns au Kamchatka. T'as pas de grizzly dans cette région-là. Mais c'est de la même famille. Et donc, pour répondre à ta question, ma plus grande frayeur, un jour, donc j'étais pas toujours avec la tribu. Un jour, il y a le chef... Donc quand je vous parle de tribu, c'est marrant parce que je viens de vous parler de l'armée. Bon, vous savez, dans l'armée, il y a un chef, après il y a des adjoints et puis il y a des soldats. Et ben, une tribu d'éleveurs de rennes, c'est organisé de la même manière. Vous avez un chef de tribu et puis vous avez les personnes qui travaillent pour le chef de la tribu et qui s'occupent des rennes. Et un jour, j'étais en train de me promener avec le chef de la tribu qui s'appelle Volodia. Donc on est en pleine nature, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbres, il y a quelques arbustes, il y a beaucoup de rivières. Vous avez des centaines de rivières. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de panneaux, il n'y a rien. C'est la nature à l'état sauvage. Et à un moment, Volodia, il prend de l'avance. Donc, il est devant moi et moi, je marche toute seule derrière lui. Et tout d'un coup, derrière un arbuste, il y a un ours qui arrive parce qu'il y avait la rivière. Et vous savez ce qu'ils mangent, les ours? Les poissons. Donc, en gros, là, en fait, j'allais traverser la rivière et l'ours, il est venu pour aller chercher les saumons dans la rivière parce qu'en été, vous avez des centaines, c'est extraordinaire. Vous voyez les rivières qui coulent très rapidement, des torrents, et vous avez des centaines, voire des milliers de saumons qui remontent à contre-courant pour revenir mourir là où ils sont nés. C'est ce qu'on appelle la migration des saumons. Et en fait, à ce moment-là, je suis quasiment face à face avec un ours. Et donc là, ça a été ma plus grande frayeur parce que l'ours, s'il ne te voit pas, un ours, il a un très bon odorat, mais il a une très mauvaise vue. Il entend très bien aussi, mais il voit très mal. Donc en gros, il faut faire beaucoup de bruit. Donc à ce moment-là, j'ai crié et l'ours a eu peur, il est parti. Justement, je voulais vous parler du courage, parce que souvent on me dit tu as eu beaucoup de courage pour faire ce que tu as fait, tu as eu beaucoup de courage en tant que femme pour aller dans l'armée, en tant que femme pour aller vivre avec des nomades éleveurs de rennes. Et souvent on pense qu'avoir du courage, c'est détruire la peur. Mais le courage, c'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Donc si à un moment, vous avez peur, ne vous dites pas que vous n'avez pas de courage. Au contraire, vous aurez du courage parce que vous avez peur et vous allez quand même y aller. Je me demandais, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez face à face au grizzly? Alors déjà, t'es
T'es surpris? Alors moi, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais non, mais sur le coup, en fait, il y a de la fascination parce que c'est un animal qu'on n'a jamais vu, nous, en vivant en Europe. Enfin, il y en a pourtant en Europe. Hein. On en a même dans les Pyrénées. Vous vivez pas très loin des Pyrénées, mais c'est extrêmement rare. Moi, je n'avais jamais vu ça en vrai. J'avais vu qu'à la télé. Et du coup, il y a le premier effet, c'est la fascination et de se dire waouh. Sauf que après, tu vois la tronche de l'ours, tu te dis bon, là, il y a quand même un danger. Et c'est là, après, je me suis souvenue, d'où l'importance de toujours, et ça, c'est grâce aussi à ma formation militaire, garder son sang-froid. C'est ça le plus difficile quand on est dans une situation de danger, savoir garder son sang-froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas paniquer, ça veut dire à un moment continuer de respirer, se dire qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est là où j'ai commencé à crier. Et de façon étonnante, on va se dire oui, l'ours, il va attaquer, mais naturellement, dans la nature, les animaux ont peur de l'humain. C'est rare, ça arrive, mais c'est très rare qu'un animal sauvage attaque. S'il attaque, ça veut dire peut-être qu'il est blessé. Ou alors, le gros danger, si jamais vous allez dans la nature, parce que ça peut arriver ici, c'est quand il est avec ses bébés, quand c'est une maman avec ses bébés et qu'elle veut tout simplement protéger ses bébés. Mais là, c'était pas le cas. Donc du coup, j'ai crié, il est parti. Voilà. Pouvez-vous maintenant continuer votre histoire, etc. Oui, alors je continue. Alors du coup, je voyage. Quand je vous parle de mon changement de vie, cette première aventure que j'ai vécue en Sibérie, après, ça c'était en 2011, donc ça fait aujourd'hui 14 ans que je fais ça. Mais très rapidement, parce que c'est bien le voyage, mais à un moment, vous savez sans doute autant que moi qu'il faut bien gagner sa vie. Mais là, je suis toujours de l'ordre du rêve, parce que mon deuxième rêve, en plus de voyager, c'était d'écrire. Très rapidement, en fait, quand j'ai décidé de changer de vie, quand je vous ai raconté le choc que j'ai eu dans ma vie, qui a bouleversé ma vie avec le départ de mon papa, je me suis dit, je vais voyager et je vais écrire. Parce qu'il y a une grande tradition en France. Déjà, on a un pays... Vous en rendez peut-être pas compte, mais on a la chance d'être un pays où l'écriture est importante, où on a accès aux livres. Et le livre, ça porte la connaissance. Et il y a beaucoup de pays. Aujourd'hui, je vis en Inde, en Asie. Et le livre, alors dans la ville où je vis, le livre a beaucoup d'importance. Mais en Indonésie, qui est le pays de ma maman, le livre n'a aucune importance. Il n'y a pas de bibliothèque, il y a très peu de librairies. Et ça, je m'en suis rendu compte en voyageant parce que, vous savez, alors bien sûr, maintenant on a YouTube, etc., Internet, mais lorsque vous plongez dans un livre, vous plongez déjà dans l'aventure. Et ça vous permet de vivre une aventure par procuration, grâce à votre imagination et grâce aux mots. Et moi, j'avais envie de faire vivre l'aventure aux gens qui pouvaient peut-être pas vivre l'aventure comme moi je le fais. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et c'est ce qui fait que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, écrivaine et voyageuse. Et quand je vous parle d'une tradition, figurez-vous que la France fait partie de ces pays comme la Suisse ou l'Allemagne, où on a eu des grands voyageurs qui ont exploré le monde et qui ont laissé des écrits, ce qui à l'époque, il n'y avait pas Internet, ce qui a permis d'avoir la connaissance d'aujourd'hui. Et aussi, on peut être fier en France d'avoir des grandes femmes au début du XXe siècle, qui s'appellent par exemple Alexandra David-Néael ou Ella Maillard, qui sont des grandes exploratrices qui moi-même m'ont inspirée pour faire ce que je fais aujourd'hui, qui voyageaient, qui écrivaient, qui étaient seules également. Donc, parce que quand on est une femme, il faut aussi avoir du courage pour partir seule. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas parce qu'il y a un risque qu'on ne le fait pas. À quel âge vous avez écrit ? Alors, le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit à peu près à 33 ans. Donc, assez tard. Hein. Et sachant que, vous savez, il y a un préjugé, ça c'est très français, il y a un préjugé en France, que moi j'avais un petit peu, mais pas tant que ça. Pour pouvoir devenir écrivain, il faut avoir fait des études littéraires. Donc des études littéraires, vous allez lire beaucoup de livres, vous allez faire des analyses, des livres, etc. Sauf que moi, vous avez compris, j'étais dans l'armée, j'ai fait des études scientifiques, j'ai étudié les maths, la physique, l'aéronautique, l'aérospatiale, la rotation des satellites autour de la Terre. Et pour autant,
quand je vous parlais tout à l'heure de l'importance des rêves, et je le dis, je le répète, et c'est important parce que lorsqu'on a un rêve, peu importe ce que vous avez fait avant, vous allez pouvoir vous donner les moyens de le faire. Et c'est pas parce que j'étais scientifique à la base que j'ai pas pu devenir écrivaine, parce qu'aujourd'hui j'en suis à mon 6e livre et tout va très bien. Après, je sais pas si vous avez... Est-ce que vous tenez des journaux intimes? Non, il n'y a pas d'obligation, mais déjà à votre âge, j'adorais écrire dans mon journal intime. Et j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des journaux intimes, gardez-les. Parce que moi, j'ai tout jeté. Et je regrette aujourd'hui, puisque j'aurais bien aimé voir ce que la Linda de votre âge, de 12, 13, 14, 15 ans, avait écrit. Donc surtout, ne jetez jamais vos journaux intimes. Vous demandez à papa, maman de les mettre dans les cartons et quand vous irez faire les études, un jour vous allez les retrouver et je pense que ça vous fera très plaisir de voir ce que vous avez vécu à votre âge. Quel a été votre moment préféré quand vous avez terminé votre quête de voyage? Alors ma quête continue toujours et c'est jamais fini. Mais vous savez que vous me dites, vous me qualifiez et tu m'as présentée comme exploratrice, mais vous êtes chacune et chacun des exploratrices et des explorateurs de votre vie. Quand vous apprenez, vous explorez. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous explorez. Quand vous osez faire quelque chose que vous n'avez pas fait, vous explorez. Et ça, c'est vraiment très important. Pour moi, l'exploration, elle est permanente. Mais pour répondre à ta question de cette quête de voyage et d'exploration, mon meilleur moment, alors il y en a plusieurs évidemment, je dirais sans doute la première fois, est-ce que vous voyez où se trouvent les montagnes qu'on appelle l'Himalaya? Ouais, vous voyez? T'es allé? Il y en a beaucoup qui sont allés déjà dans l'Himalaya? Ah bah t'as beaucoup de chance déjà. Alors c'est des montagnes, alors vous voyez, on a les magnifiques Pyrénées. Bon, imaginez, c'est les Pyrénées, mais vous multipliez par 3-4 de haut, parce que vous avez des sommets comme le mont Everest, qui est le sommet le plus haut du monde. Et c'est surtout que ça s'étend sur plusieurs pays, sur des milliers de kilomètres. Et il n'y a personne. Et je me souviens, à un moment, j'ai traversé une partie de l'Himalaya à pied, seule, avec mon sac à dos. Et à un moment, je passe un col, donc vous allez tout en haut de la montagne pour redescendre derrière. Donc j'étais à peu près à 5000 mètres d'altitude. Et c'est beau en plus dans l'Himalaya parce que vous voyez ce que c'est les drapeaux à prière tibétains? C'est des drapeaux de toutes les couleurs. Donc c'est rouge, bleu, vert, jaune, blanc. Et ils volent au vent, ils accrochent ça tout en haut des montagnes ou le plus haut possible parce qu'en fait ces drapeaux à prière, ça s'appelle les lungta en tibétain. C'est les prières, en fait, ils imaginent que les prières sont portées par le vent. Et donc, c'est super beau. Vous imaginez, vous êtes au sommet de la montagne, vous avez les drapeaux à prière multicolores qui volent au vent. Donc, il y en a plein, il y en a pas qu'un, il y en a des centaines. Et moi, je me pose, je suis là seule et je vois les montagnes qui s'étendent à l'infini. Le silence. Et j'ai l'impression d'être seule au monde. Mais souvent, la question qu'on me pose, c'est quand on est seul, est-ce qu'on s'ennuie pas? Eh bien non, parce qu'en fait, vous êtes rempli de la beauté du monde. Et ça, c'est mon plus beau souvenir. Oui? Prochainement, tu penses faire quoi comme exploration? Alors, maintenant, je vis en Inde. Vous voyez où c'est l'Inde? Du côté de l'Asie. Et donc là, pour le coup, c'est pas un voyage parce que je me suis installée, j'ai décidé de déménager. C'est récent, c'est cet été. Je suis partie vivre en Inde pour vraiment découvrir l'Inde de l'intérieur. Et donc, l'Inde, c'est un continent. On parle, imaginez, en Inde, on parle à peu près 150 langues différentes, ce qu'on appelle les dialectes. Donc, dans chaque région, ils parlent un dialecte différent. C'est des cultures différentes, un petit peu, vous savez, la différence entre le nord et le sud de la France, des accents différents, de la gastronomie différente, mais c'est démultiplié par 10 là-bas. Et donc, je peux te dire qu'en termes d'exploration, ce sera en Inde et sans doute dans l'Himalaya, dans les montagnes qui sont pas très loin de là où j'habite maintenant. Et du coup, c'est quoi la meilleure chose que tu as découvert en Inde? Ah pour l'instant, les couleurs. L'Inde est ultra colorée. Vous en rendez peut-être pas compte, mais en France, on a oublié
C'est très... on porte à peu près tous les mêmes couleurs de vêtements, c'est très uniformisé, on s'en rend pas forcément compte. Et moi, ce qui m'a marqué, donc je suis arrivée dans une ville qui s'appelle Calcutta, et vous savez, vous avez peut-être vu des films, les femmes là-bas, donc il fait toujours à peu près 30 degrés de température, donc il fait chaud, et les femmes, elles portent des saris. Les saris, donc c'est ces belles tenues, donc c'est une sorte de grand pan de tissu qu'elles enroulent, donc ça fait une forme de jupe, et elles mettent ça sur une épaule, et ensuite en dessous elles ont un petit t-shirt, et c'est les couleurs. Et ça c'est extraordinaire, c'est du rouge, du jaune, du fuchsia, du bleu turquoise, du vert vif. La façon dont je peux décrire cette ville où je suis arrivée, vous voyez la nature au printemps. Comment vous pouvez qualifier la nature au printemps? Qu'est-ce que ça vous évoque? Vas-y. La nature au printemps. Qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi elle ressemble la nature au printemps? C'est pas pour ça que je voulais parler. C'est juste. Vas-y. C'est juste que j'ai vu quelque chose, je sais plus où c'est. C'est dans une montagne où tu vas au sommet et tu fais de la luge jusqu'en bas. Oh, wow. Alors, c'était pas dans l'Himalaya, mais ça devait être très bien. Très sympa. Alors, on parlait de la nature au printemps. Moi, la nature au printemps, ça me rappelle les couleurs, les fleurs et la vie. C'est très beau. Moi, c'est un peu hors sujet, enfin, pas trop, mais... Il n'y a pas de hors sujet. Dites mais ce c'est qui parce vous passe par la que tête. moi, j'ai fait 2 voyages en Inde. Où je suis allée plus côté plage, donc précisément vers île Andaman, tout ça. Et le premier voyage où on s'est fait plaisir, bon hôtel, tout ça. Mais le deuxième voyage, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, moi, mon petit frère et ma mère, comme le premier, et où là on est vraiment allé côté Himalaya, tout ça. Et j'ai fait une route pour aller d'un village à un autre, et j'ai vu qu'il y avait énormément de singes. Donc est-ce que là où tu habites, tu as beaucoup de singes ou pas? Eh bien non, je suis très déçue parce que comme toi, je trouve que les singes sont très drôles. Eh bien là où j'habite, c'est une très grosse ville. Il y a 13 millions d'habitants. Donc à Paris, je crois qu'on a à peu près 2 millions d'habitants, je crois. Je ne sais plus si ça inclut les alentours, mais bon, c'est une très 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 grosse ville. Alors il y a énormément d'arbres, mais non, je suis désolée, il n'y a pas de singes. Bon, ok. Mais pour revenir, donc pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le printemps, imaginez l'Inde, c'est un printemps perpétuel. C'est un printemps éternel avec toutes ces couleurs partout. C'est la vie qui éclate de partout. Donc c'est très beau, mais c'est aussi très fatigant parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et moi j'avais une dernière question, mais est-ce que toi tu as vu beaucoup de tuk-tuk ou pas? Les petits véhicules à 3 roues. Oui. Tout le monde sait ce que c'est un tuk-tuk? Ouais. Vous voyez, c'est un tricycle. Donc vous avez un conducteur et c'est drôle parce qu'on se sert derrière. Et oui, j'en prends. En fait, ce qui est génial, j'adore le principe du tuk-tuk. Parce que vous savez, ici, quand on prend un taxi, c'est tout seul. Vous réservez votre taxi pour vous-même et puis le taxi vous amène là où vous voulez. C'est ton taxi, puis tu vas là où tu veux. Et le tuk-tuk, là où j'habite, dans cette ville qui s'appelle Calcutta, c'est partagé. Donc en fait, vous êtes plusieurs. Moi, je monte avec des Indiens et le tuk-tuk, il s'arrange pour déposer. C'est un taxi, mais partagé, un petit taxi partagé. Et du coup, des fois, on se retrouve très très serré derrière parce que c'est tout petit. Et le tuk-tuk, il nous dépose à des endroits différents. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. Et je suis aussi également allée à La Réunion où j'ai fait Mafat. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le cirque de Mafat. Oui, voilà, c'est ça. Magnifique. Sur à peu près 3-4 jours. Donc on avait fait un circuit avec ma famille de randonnée, etc. Et ma question c'était, j'imagine que vous avez beaucoup visité de pays, etc. Et j'aimerais savoir quel a été le pays qui vous a le plus touché et préféré. C'est difficile parce que comme je suis une grande curieuse, je trouve de la beauté partout.
Tu vois, par exemple, le dernier pays où je suis allée, c'était pas très loin, je suis partie en Italie. C'est l'Italie. Vous êtes déjà allé en Italie ou pas? Ouais. L'Italie est magnifique. Tout est beau en Italie, on mange bien, les gens sont gentils. Et après, je te dirais émotionnellement, alors si, en termes de beauté, spectaculaire, tu vois, par exemple, le cirque de Mafate, j'imagine, c'est une nature extraordinaire. La nature la plus belle que j'ai vue, la plus extraordinaire, vraiment, au sens, ça sort de l'ordinaire, c'est quand j'étais dans la cordillère des Andes, au Chili, en Amérique du Sud. Déjà, c'est très, très, très sauvage. Et c'est la nature à l'état pur, un peu comme ce que j'ai vu en Sibérie ou dans l'Himalaya, mais l'Himalaya, c'est moins varié. Et en termes de nature, j'ai trouvé ça spectaculaire, ce que j'ai vu au Chili. Après, j'ai adoré, quand j'étais en Indonésie, l'Indonésie, c'est le pays de ma maman. Parce que mon papa est franco-italien et ma maman est indonésienne. Et donc, j'ai traversé une partie de la jungle à pied. Et j'ai adoré la jungle. Alors la jungle, tout à l'heure je vous parlais de peur. La jungle, ça fait peur, hein. Ça fait très peur. Je crois que c'est l'environnement qui m'a fait le plus peur parce que dans la jungle, vous voyez rien tellement la végétation, elle est complètement folle. C'est tout vert, c'est opaque, vous voyez à peine le ciel. C'est très humide. Donc on ne voit absolument rien. On ne voit pas les animaux, mais on entend tout. Donc vous entendez les singes, vous entendez les serpents, vous entendez les feuillages qui bougent, mais vous ne savez pas ce que c'est. Et par contre, j'ai adoré ce moment. Oui, vas-y. Question très personnalisée, mais est-ce que, au cours de votre voyage, vous avez vu des espèces de reptiles, tels que serpents, crocodiles ou autres, plutôt spectaculaires? Alors, spectaculaire, non. J'ai pas vu des gros... Ah si, je te dis ça. Je pense avoir vu un cobra. Donc un énorme serpent noir quand j'étais dans une grotte en Indonésie. Mais heureusement, il est parti. Est-ce que t'as vu, pas des serpents, mais des grosses bébêtes, genre... Les ours, c'est pas mal. Non, mais des bébêtes, genre des bébêtes araignées... Non, j'ai vu un scorpion. J'ai vu un scorpion dans la jungle, qui était énorme. Moi et Gaston sommes tous les deux fans d'animaux, serpents, araignées... Que seules quelques personnes aiment. Est-ce que tu sais qui c'est Ama? Tu sais, Oui. l'indienne un peu spirituelle. Bon, Un peu beaucoup même. oui. Mais En tu parlant- connais Ama? Je suis allée la voir. Tes parents sont allés la voir, ouais. Oui, plusieurs fois. Non, c'est vrai. Mais en Inde, dans son ashram? Oui, en fait, moi je suis née à Amsterdam, mais je suis pas née néerlandais. Et dès mes 2 ans et demi, y a Ama, elle est allée faire le tour du monde comme tous les ans, je crois. Et elle est passée aux Pays-Bas. Et elle m'a pris dans ses bras, donc à 2 ans et demi. Et il n'y a pas si longtemps, pendant les vacances, pendant la 2e semaine, je suis allée à 2 heures d'ici. Pour faire 10 heures de queue et pour lui faire un câlin. Ouais, je suis partie à 6 heures du matin et je suis rentrée avec à papa, 1 maman. heure du matin. Non, qu'avec mamie, maman et mon petit frère et voilà. Ah ouais. Ouais. Toute la famille. Ouais. Pas presque. Oui. Et t'as aimé? En fait, vu comme j'ai été à moitié endormie, j'ai quasiment rien senti et je suis un peu déçue. Et en plus, je te rassure, il y a des adultes aussi, c'est pareil, qui ont été déçus. Et en plus, il y a un monsieur, il m'a sous-levé et j'ai dû enlever mes lunettes, donc comme ça là, et c'est passé vraiment 2 secondes. Vite. Ouais. Et voilà. C'est vrai que c'est rapide. Nous avions une autre question. Par quoi étaient financées vos aventures? Alors, déjà parce que comme j'ai beaucoup travaillé avant, dans ma carrière militaire, j'avais mis de l'argent de côté. Et ça m'a permis de prendre le temps de construire mes premiers projets. Et après, pour la première aventure, quand je suis partie en Sibérie et en Alaska, j'ai eu la chance de trouver ce qu'on appelle un sponsor. Un sponsor, c'est une entreprise, en l'occurrence. Une entreprise qui m'a donné l'argent pour pouvoir voyager. Ce qui fait que j'ai pu
mettre mes économies de côté et utiliser l'argent de mon sponsor pour réaliser mes premiers projets. Et en fait, avec l'argent que j'avais accumulé, que j'avais mis de côté, eh bien, j'ai pu rentrer, en l'occurrence, je suis rentrée en France. Et je me suis dit, plutôt que prendre un travail et comment me perdre à nouveau, je vais profiter de cet argent pour me poser et commencer à écrire. Et c'est comme ça que j'ai réussi ensuite à gagner de l'argent, faire des conférences. Et puis après, c'est tout un projet qui se construit. Aujourd'hui, je suis aussi enseignante en yoga, méditation. J'organise des retraites, des ateliers. Ça, plus le sponsor, plus les conférences, eh bien, je vis de tout ça maintenant. Donc c'est beaucoup de travail, je ne vais pas vous cacher, parce que ce n'est pas un métier qui existe, comme par exemple quand j'étais dans l'armée de l'air, j'étais dans ma carrière. Donc c'est plusieurs métiers que je fais, mais qui me permettent de réaliser mon rêve. Et petite question purement informative, votre sponsor, vous demandez quoi en échange ? Alors le sponsor, c'était quand même un très bon sponsor parce qu'il ne me demandait que je lui transmette les photos que j'avais fait de mon aventure, parce que lui, il lançait, donc c'était une entreprise qui faisait des cadenas, donc rien à voir avec l'aventure, hein. Il voulait communiquer, c'était il y a longtemps, c'était il y a 14 ans, sur l'environnement. Et donc, il voulait utiliser les photos que j'avais faites en Sibérie, en Alaska, et utiliser mon image en disant on soutient des aventures au plus proche de la nature, donc on s'engage pour l'environnement. C'est tout. Et nous avions une dernière question. Que conseilleriez-vous à des jeunes comme nous pour aller au bout de leurs projets, de leurs rêves ? Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais rien lâcher. La persévérance. Mais vraiment. Parce que même aujourd'hui, je vous dis, je suis écrivaine voyageuse. Le monde du livre aujourd'hui est compliqué parce que les gens lisent de moins en moins, parce qu'on a le téléphone. Et je dis ça pour vous, mais pour nous, en tant qu'adultes aussi, c'est pareil. Moi, je vois que je lis moins qu'avant. Donc, c'est un challenge de se dire, OK, malgré tout, je continue d'écrire. Et tu vois, tu parlais très justement comment on gagne sa vie. Enfin, on va pas se mentir, hein, faut quand même payer un loyer, sa famille, à manger, etc. Et malgré tout, ayez votre rêve, saisissez votre désir et persévérez. Et donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline. À un moment, voilà, il faut être... Moi, je suis vraiment en mode, des fois, quand j'écris un livre, vous savez, un livre, le dernier livre, là, je ne sais pas si vous avez vu mon dernier livre, celui-ci, là, c'est le gros. Il fait plus de 400 pages, je crois. Un livre comme ça, c'est des centaines, peut-être des milliers d'heures d'écriture. Et souvent, on me dit, comment j'écris un livre ? Comment on arrive de la première page à la dernière page ? Eh bien, tous les jours, je m'assieds et j'écris. Donc la discipline, vous savez, des fois c'est un mot, ça fait peur, on dit c'est quoi la discipline ? Mais la discipline, c'est être le disciple de soi-même. Donc c'est être le disciple de votre rêve. Votre rêve, c'est ce qui vous guide, et vous devenez le disciple de votre rêve. Et à un moment, il faut travailler. Il n'y a pas de secret dans la vie. Voilà. Merci donc, et nous allons maintenant clôturer cette émission. Je vous remercie d'être passé à l'école et d'avoir fait ce podcast. Merci tout le monde, merci Octave pour cette présentation. Merci. Merci et je vous souhaite d'embrasser vos rêves. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes des podcasts de lettres. Actuellement, il y en a 4, mais d'autres sortiront bientôt. Encore une chose, malheureusement, c'est vrai que pour certaines choses, il faut de l'argent. C'est pour ça que nous vous encourageons à aller dans le lien situé dans le descriptif jusqu'à notre cagnotte Hello Asso. Ça vous permet de nous aider, même les plus petits dons sont les bienvenus. Donc voilà, on fait appel à votre générosité. Au revoir. Radio Localité.